Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par Montblanc Industrie avec l'intervention du CREA Montblanc et que nous avons décidé d'ouvrir aux adhérents du réseau Green dans le cadre du récent partenariat. Donc bienvenue aux membres de Green également. Alors, pardon, je vais allumer la caméra pour que ce soit plus sympa. Voilà, hop, c'est fait. Donc ce webinaire, il intervient dans la continuité de celui de décembre qu'on avait organisé avec le CBIOS et le témoignage d'Amphénol Secapex sur l'innovation par le biomimétisme, qui était axé plutôt sur la conception produit. Et là, le webinaire intervient aussi dans la continuité des échanges avec le CREA Mont-Blanc, donc le centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude, avec qui on avait organisé notamment un club bourse à l'été 2018 à Chamonix, et au cours duquel la réflexion avait commencé à être abordée sur le parallèle entre les écosystèmes du vivant et l'organisation des entreprises. Donc, on va aborder ce sujet sur comment rendre nos organisations vivantes et résilientes en s'inspirant du vivant pour mieux collaborer. Avant de donner la main et la parole à Irène Alvarez du CREA Mont-Blanc et à Christine Ebadi, donc, qui est consultante en accompagnement des collectifs et écosystèmes dans la transition sociale et écologique. Je vais juste rappeler rapidement les règles de bienséance pour le webinaire. Donc, je vais vous demander à tous de couper vos micros pour éviter les interférences, de couper vos caméras, donc hormis les intervenantes, bien sûr, pour favoriser la bande passante. Et puis, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Donc, c'est la bulle en haut à droite sur la fenêtre de l'application de GoToMeeting. Et on se chargera de livrer l'ensemble des questions à la fin de l'intervention. Voilà, donc bon webinaire à tous et je vous laisse la parole. Ok. Bon ben, bonjour à tous. Alors attendez, j'arrive à faire passer. Voilà. Donc on va se présenter en quelques mots. Donc moi je suis Christine Ebadi et effectivement depuis 7 ans environ j'accompagne des collectifs, des organisations, souvent en contexte technologique. Et mon but est d'arriver à développer et mettre en place des pratiques très concrètes qui permettent aux entreprises de fonctionner de façon plus fluide, plus vivante justement. Et l'idée, c'est que ce soit plus adapté au contexte turbulent qu'on connaît aujourd'hui. Irène, je te laisse te présenter. Oui. Et donc moi, je suis Irène Alvarez et je connais certains d'entre vous et en fait, je co-dirige le CREA, le Centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude. On est basé à Chamonix depuis 25 ans et notre association, parce qu'on est une association, étudie le vivant en montagne d'un point de vue scientifique et notamment sur le massif du Mont Blanc. Et notre deuxième mission, c'est la diffusion de ces connaissances sur le vivant pour permettre à chacun de plus et mieux prendre en compte la biodiversité, les écosystèmes de montagne en particulier. Et donc, nos travaux, en fait, nous donnent un point de vue sur les stratégies du vivant, puisqu'on les étudie, et puis aussi sur la manière dont elles sont perçues par chacun d'entre nous et dont elles sont connues ou au contraire méconnues. Et il y a quelques années, on a fait un partenariat technologique avec l'entreprise dans laquelle Christine et sa collègue Olivia travaillaient. Et au fur et à mesure en fait de nos échanges sur des questions très technologiques, on s'est intéressé aussi à des problématiques d'organisation, de recherche. On a partagé nos observations et notre goût pour le vivant. On a aussi commencé à explorer, comme l'a dit Perrine, sur les questions de vivant en entreprise, notamment avec Montblanc Industrie et avec le comité de direction d'Amphénol. Et puis voilà, aujourd'hui, nous, notre souhait, c'est d'utiliser cette réflexion sur le vivant de manière interne. Et donc, Christine nous accompagne aussi sur la manière dont on fonctionne en collectif en interne à partir de ça. Donc, cette démarche, vous l'avez initiée sur le vivant, vous l'avez initiée avec le CBIOS sur les matériaux et les process, l'idée d'utiliser le catalogue du vivant. Et ici, ce qu'on vous propose, en fait, c'est d'aller un pas plus loin et de se mettre du point de vue des systèmes, des écosystèmes. Et c'est comment on alimente en permanence ce catalogue du vivant. Donc, je passe la parole à Christine pour nous mener en fait sur une réflexion introductive sur les enjeux actuels.
Alors, en fait, comment on a structuré la présentation, c'est finalement le fil rouge, c'est comment on répond collectivement au mouvement permanent, au changement qu'on subit, qu'on vit. Notre constat, c'est qu'on en subit énormément en ce moment. Et je ne parle pas que du Covid, c'est des turbulences de grande ampleur et que souvent, c'est vraiment pas facile, voire douloureux, de s'adapter avec les postures et structures actuelles. Et l'intuition, c'est comme si nos organisations, enfin la façon avec laquelle nos organisations fonctionnent, ne facilite pas cette adaptation. Et c'est pour ça que finalement, toute la question qu'on va traverser ensemble, c'est est-ce qu'on a besoin de renouveler notre pensée, est-ce qu'on a besoin de la régénérer, et est-ce que les principes du vivant, en fait, nous donnent des réponses pour nos organisations. Donc, comme l'a dit Irène, au-delà des matériaux et des formes, est-ce qu'on peut s'en inspirer? Alors, comment on a décidé de présenter les choses, c'est en fait se dire, il y a 3 éléments, on va dire, qui facilitent ou pas les stratégies d'adaptation au mouvement. La première que vous connaissez très bien, hein, c'est la capacité d'innovation. Et aujourd'hui, toutes les entreprises ont ce besoin, on le voit, enfin, on a beaucoup de retours. On a travaillé avec beaucoup d'entreprises où c'est vraiment le sujet depuis plusieurs années. Et les questions qui sont un peu structurantes, c'est comment on a des idées et on imagine des solutions. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de stratégies qui ont fait leurs preuves. En tout cas, on arrive facilement à trouver, enfin facilement, on arrive à trouver des idées. Par contre, le deuxième point, c'est comment on les fait passer du prototype au produit et qu'on les intègre au fur et à mesure. Là, c'est nettement plus difficile. En tout cas, on a rencontré beaucoup d'entreprises qui avaient des sujets là-dessus. Et puis, un troisième point qui est en train d'émerger de plus en plus, c'est comment on va vers des innovations à impact écologique et sociétal. Donc ça, c'est vraiment le premier point sur l'innovation qui est en général le plus… c'est une question qui est… D'ailleurs, je crois que vous avez eu aussi des interventions là-dessus, qui est pas le plus maîtrisé, mais qui est le plus abordé, je vais dire. C'est le deuxième point qui est… on parle de design organisationnel. Alors, on parle de design comme pour un produit. En fait, le design organisationnel, c'est les structures, l'organisation, les process. Et c'est un peu comme pour un produit, parce qu'un design précis, ça fait émerger certaines pratiques plus que d'autres. Et donc, la question de se dire, est-ce que notre design organisationnel correspond à ce qu'on souhaite faire, à ce qu'on souhaite voir, car c'est pas neutre en fait. Et en particulier, est-ce que ça permet bien d'aligner les besoins de planification et d'innovation en continu? Et puis le troisième point qui est nous, c'est les humains, hein, c'est comment on arrive à s'adapter au fur et à mesure, comment on accompagne et on soutient les équipes pour s'adapter dans cette espèce de plasticité finalement, parce que c'est les personnes qui le font. Est-ce qu'on a les bons programmes pour le faire? Et un point important, c'est comment on prend soin des personnes engagées, vraiment la question du soin qui apparaît de plus en plus importante et encore plus dans la période actuelle. Alors, hop, j'ai toujours un petit peu des problèmes de… Voilà, et donc le défi, hein, c'est vraiment de construire cette capacité d'adaptation collective. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que nous, on le formule. Alors, je vais passer la main à Irène. Hein, donc, j'ai essayé de résumer les questions structurantes. Elles sont peut-être pas exhaustives, mais voilà, sur un point de vue un peu général qui conditionne notre capacité à s'adapter. Et donc, je passe la main à Irène pour voir comment le vivant, concrètement, il répond à ces mouvements, quelles stratégies, quels principes. Et puis, après la présentation d'Irène, je reprendrai la main pour voir comment ça peut se traduire concrètement pour nous. Merci Christine. Tu peux rester sur cette slide pour l'instant. Effectivement, là, l'idée, c'est de se dire que le vivant est en fait soumis aux mêmes contraintes d'adaptation et de mouvement permanent que nous et nos organisations, mais il l'est depuis plusieurs milliards d'années. Donc, comment est-ce que il a trouvé des stratégies pour être en mouvement permanent? Et donc, je vais passer en revue quelques principes de fonctionnement des écosystèmes. Et soyez attentifs en fait à ce qu'ils évoquent en vous par rapport à vos propres organisations. Et pour commencer, en fait, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on se lève. Donc, comme les caméras sont coupées, même si vous êtes en jogging, ça ne se verra pas. Et puis, on va parcourir 4,50 m, c'est-à-dire 1 mètre égale 1 milliard d'années dans l'histoire de la Terre. Et c'est ce qu'on appelle souvent une marche du temps profond. Et donc, c'est une marche qui nous permet en fait de se mettre en mouvement et puis d'entrer dans cette perspective de temps très long. Et donc, du coup, de se relier à ce temps très long du vivant. Donc, si vous partez d'un endroit qui est l'origine de la Terre, la formation de la Terre. Donc ça, c'est il y a 4,5 milliards d'années. Il y a 4,5 milliards d'années, en fait,
quasiment tous les atomes que vous pouvez trouver aujourd'hui dans la nature existent déjà. Donc, depuis 4,5 milliards d'années, ça n'a été que recomposition de structures déjà existantes. Ensuite, donc vous avancez d'1 mètre, à peu près, et vous vous retrouvez il y a 3,5 milliards d'années, 3,8 milliards d'années, c'est l'apparition de la vie, les premières bactéries, voilà, donc il y a à peu près 3 milliards et demi d'années. Puis vous avancez d'1,50 mètre, donc vous faites un pas un peu plus long, et là, nous sommes il y a 2 milliards d'années, et apparaît il y a 2 milliards d'années la respiration cellulaire. Donc ça, c'est une évolution qui nous permet à tous les animaux en fait de fixer l'énergie au sein de la cellule et qui nous permet de fixer l'oxygène et qui permet à la cellule de produire de l'énergie. Comment s'est faite l'apparition de cette respiration cellulaire? Ça a été en fait soit par infection, on ne sait pas exactement, soit par absorption d'une bactérie étrangère qui d'ailleurs est du même ordre apparemment que celle du typhus. Et donc, on a en fait intégré dans nos cellules cette bactérie. Et c'est cette symbiose qui nous a permis en fait de faire un saut évolutif, d'acquérir la respiration et puis après de nous ouvrir à plein d'autres possibles. Donc, cette notion de saut évolutif par symbiose, elle est vraiment fondamentale dans le vivant. Ensuite, vous allez avancer cette fois-ci de 19,7 cm. Donc là, c'est beaucoup moins lointain. Donc là, on était pardon, excusez-moi, vous avez avancé d'1,50 mètre, vous avancez d'1,80 mètre. Et donc là, on se retrouve il y a 200 millions d'années. Donc on a déjà avancé de près de 4 mètres, enfin de 4 mètres 30 exactement. Donc il y a 200 millions d'années, là, c'est l'apparition des fleurs, des mammifères, et c'est aussi le temps du boom pétrolier, c'est-à-dire c'est le moment où se forment toutes nos réserves d'énergie fossile qu'on utilise aujourd'hui. Donc il y a 200 millions d'années. Et donc maintenant qu'on a parcouru ces 4,30 mètres, vous allez avancer de 19,7 cm. Et là, on est il y a 3 millions d'années. Il y a 3 millions d'années, c'est la surrection du Mont Blanc, mais c'est aussi le moment où Lucie, l'australopithèque qui nous a bercé dans notre enfance, qui vit sur cette planète. Donc, il y a 3 millions d'années. Maintenant, vous avancez de 2,4 mm. Donc là, on est vraiment dans du beaucoup plus subtil. Et on arrive il y a 60 000 ans. Il y a 60 000 ans, Homo sapiens, donc notre espèce, sort à nouveau d'Afrique, puisqu'il en était déjà sorti. Mais là, cette fois-ci, il croise Néandertal. Et ce croisement avec Néandertal, en fait, c'est une question d'interaction et de brassage génétique. Ce croisement avec Néandertal nous permet d'acquérir des gènes qui vont nous permettre de résister au froid, à la grippe, à différentes maladies qu'on ne connaissait pas quand on était en Afrique et à laquelle on a pu résister grâce à ce brassage génétique. Mais c'est aussi ce qui était un avantage il y a 60 000 ans peut devenir un désavantage aujourd'hui, puisque c'est aussi à ce moment-là qu'on acquiert un gène qui aujourd'hui est un des déterminants des formes graves du Covid. Donc les personnes qui ont 10-15% en Europe qui ont ce gène issu de Néandertal ont plus de chances de développer le Covid. Donc ensuite, là, on est vraiment dans du mouvement extrêmement fin. Vous avancez de 60 micromètres. Et donc, nous venons parcourir 60 000 ans et on est aujourd'hui en visio. Et si vous faites à nouveau 0,03 micromètres, je pense que ça vous parle dans vos industries, on est dans 30 ans, c'est-à-dire en 2050. Donc cet horizon qui nous paraît extrêmement loin, tu peux passer la diapo suivante si tu veux, et vous pouvez vous rasseoir. Cet horizon de 30 ans qui nous semble extrêmement loin, en fait, à l'échelle humaine, à l'échelle géologique, il représente 0,3 micromètres. Ce que cette marge du temps profond nous montre, en fait, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est effectivement les temporalités qui nous occupent. Elles sont très, très courtes à l'échelle de l'histoire de la Terre. La deuxième chose, c'est qu'on est en fait les héritiers de toute cette histoire. Et en fait, c'est parce que chacun de nos ancêtres individuellement a réussi à trouver des solutions d'adaptation, à s'adapter à son environnement, qu'on a pu, nous, exister individuellement. Donc, ça veut dire qu'on peut s'appuyer sur cet héritage et sur cette capacité d'adaptation qui s'est construite au fil de l'histoire.
Et puis le troisième enseignement pour moi de cette marche, c'est aussi qu'on peut voir en chaque être vivant en fait son potentiel d'évolution. Qu'est-ce qu'il sera dans 1 million d'années, dans 3 millions d'années, ou même dans plus, autant que son histoire. C'est-à-dire que son histoire évolutive n'est pas plus importante que son potentiel évolutif et toutes les formes qu'il peut être amené à devenir ou toutes les fonctions qu'il est amené à inventer. Donc voilà, c'était une petite introduction en lien. Tu peux passer à la diapo suivante, Christine, s'il te plaît. Du coup, on peut maintenant s'interroger sur qu'est-ce que le vivant. Est-ce que vous avez une définition du vivant? Les biologistes ont une définition qui en fait est la cellule. L'existence d'une cellule, en fait, c'est la forme qu'a pris la vie sur notre planète. Peut-être que sur Mars, ce sera différent. Mais en tous les cas, c'est notre structure de base ici. Et qu'est-ce que c'est qu'une cellule? C'est d'abord et avant tout un noyau avec de l'ADN. Ça, c'est le code, c'est la partie intangible ou en tous les cas plus difficilement modifiable. C'est ensuite, et c'est très important, une paroi poreuse, donc qui protège le noyau, qui définit et qui protège l'identité de la cellule, et puis qui filtre et qui organise les relations avec l'extérieur. Donc cette paroi est extrêmement importante. C'est d'ailleurs là-dessus que s'appuient les vaccins. Et puis ensuite, à l'intérieur de ces cellules, on a des organites qui sont en fait des petites usines qui vont avoir diverses fonctions et qui peuvent avoir leur propre matériel génétique. Donc là, on repense à la mitochondrie qui est notre organite de respiration cellulaire et qui a été acquise par symbiose. Donc voilà, c'est ces organiques qui vont permettre ensuite un nombre de formes et de fonctions qui s'assemblent. Donc voilà, ce que je voulais souligner sur cette notion de vivant, c'est l'importance de l'échange de matière, d'énergie et d'information. Et donc, en matière d'information, l'importance des fonctions de perception de l'information. Donc, il faut d'abord pouvoir percevoir, trier, hiérarchiser l'information avant de pouvoir la traiter et de pouvoir poser une action. Si tu peux passer à à la diapo suivante. Donc l'idée maintenant, c'est de voir un petit peu quels sont les grands principes de fonctionnement du vivant qui peuvent éventuellement nous éclairer dans nos fonctionnements d'organisation. La première, c'est cette notion d'illusion d'équilibre. Vous avez probablement appris en biologie que les écosystèmes étaient heureux quand ils étaient en équilibre. Et donc l'homme aussi. En fait, cette notion d'équilibre, elle n'existe pas vraiment en écologie. Un écosystème, il est toujours soumis à des perturbations. Ça peut être des petites perturbations, par exemple un petit éboulement ou une petite avalanche, ou quelque chose de beaucoup plus important, par exemple le changement climatique. Donc cette notion d'équilibre, elle n'existe pas parce qu'il y a en permanence des perturbations. Et la résilience, ça n'est pas la capacité à être en équilibre dans un écosystème, c'est la capacité à être en mouvement. Et c'est la capacité pour un écosystème non pas à garder ces différents éléments, donc ces différentes espèces ou un certain nombre d'individus, mais ses fonctions. Par exemple, réguler l'eau ou fabriquer du sol. Donc des grandes fonctions écosystémiques qui vont permettre à l'écosystème de perdurer après la perturbation. Ce que signifie aussi le fait de ne pas avoir d'équilibre et d'être en mouvement permanent, c'est qu'on ne retrouve jamais un écosystème antérieur. On revient jamais en arrière. Donc une perturbation, on part d'un état A, une perturbation, on n'arrive jamais à l'état A à nouveau. Ensuite, un deuxième, si tu peux changer de slide, un deuxième principe, c'est la question des stratégies de changement. Face à ces perturbations, il peut y avoir plusieurs stratégies dans le vivant. Globalement, il y en a deux, c'est l'évolution ou la plasticité. Donc, globalement, la plasticité, c'est quelque chose on a tous une fourchette de comportement qu'on peut avoir sans modifier le code génétique. L'évolution, par contre, demande une évolution génétique ou épigénétique. Donc, si je prends l'exemple d'une perturbation que vous connaissez, par exemple, plus 2 degrés au printemps en un siècle en montagne. Et on prend deux espèces, le noisetier et la marmotte. Le noisetier, il est en mesure d'adapter sa date de floraison en fonction de la température. Par exemple, nos programmes nous montrent qu'il a été capable d'avancer sa floraison de 8 jours en moyenne dans les 15 dernières années. Donc, le noisetier, il est très plastique et très réactif par rapport au stimulus température. C'est un stimulus qui le fait réagir dans sa zone de confort, disons.
À l'inverse, la marmotte, elle est pas programmée pour réagir aux températures, elle est programmée pour réagir à la durée du jour et de la nuit. Ça déclenche des processus hormonaux. Et du coup, la même perturbation pour la marmotte va probablement demander une intervention dans le code, c'est-à-dire dans une évolution génétique ou épigénétique plutôt que la plasticité. Donc, globalement, un organisme répond soit par de la plasticité, soit par de l'évolution, en fonction de la nature de la perturbation et aussi de sa rapidité et de son ampleur. Parce que si le changement climatique continue, le noisetier va atteindre une certaine limite à sa plasticité et sera peut-être obligé de toucher au code. Voilà, si on peut passer à la slide suivante. Un autre principe extrêmement important dans les écosystèmes d'adaptation et de mouvement, c'est la diversité. On a besoin de diversité pour faire face aux perturbations. On a besoin de diversité au sein des espèces et entre les espèces. Donc, à l'échelle d'une espèce, évidemment, dans la nature, comme chez les humains, puisque les humains font partie de la nature, c'est l'idée que si je n'ai pas le même comportement que Christine, eh ben, l'une des deux a peut-être une chance d'avoir la bonne réponse à une perturbation. Et donc, il nous faut cette diversité de comportement pour pouvoir répondre à une perturbation quelle qu'elle soit. Donc, par exemple, si je reprends mon exemple de noisetiers, deux noisetiers voisins, si vous les observez dans votre jardin, ils en sont peut-être pas au même stade de floraison ou de feuillaison parce qu'ils ont leur personnalité et une tolérance au risque qui leur est propre. À l'échelle d'un écosystème, c'est la diversité entre les espèces qui va être très importante parce que si une espèce disparaît, eh ben, s'il y a une autre espèce qui assure la même fonction qu'elle, la fonction ne disparaît pas, même si l'espèce a disparu. Et donc, c'est vraiment le fondement de la résilience dans les écosystèmes. Et puis, c'est évidemment la diversité des interactions entre les différents éléments qui vont faire cette diversité. Donc là, on a par exemple sur cette image quelque chose que vous connaissez peut-être, vous avez déjà vu ces taches rouges sur la neige. C'est pas un virage raté, c'est des algues, une algue rouge unicellulaire donc, qui là est en pleine floraison, si on peut dire. Et donc, la première chose à observer, c'est waouh, quelle adaptation. C'est-à-dire que si elle était verte, elle prendrait trop les UV qui sont très forts en montagne, et donc elle est rouge plutôt que verte. Donc, elle est extrêmement bien adaptée à son milieu. La deuxième chose, c'est en fait, il y a une vie très riche dans les 2-3 mm à queue de la surface de la neige. Et donc, dans des zones absolument improbables, on peut avoir de la vie. Et qu'est-ce qu'on a comme vie dans ces zones? On a ces algues qui vont nourrir des puces des neiges, qui sont celles que vous voyez en haut à droite. Vous en voyez probablement souvent, c'est des petits points noirs qui sont sur la neige. Et puis, le tardigrade, qui est l'espèce de monstre, mais moi je l'aime beaucoup, acarien, qui est sur votre gauche et qui, lui, va se nourrir de puces des neiges et éventuellement aussi d'algues. Donc là, on est même dans un milieu extrêmement contraint, on a de la diversité. Et évidemment, elle est moindre. Donc, si l'algue rouge disparaît, il est possible que les colamboles n'aient pas d'autres sources de nourriture. Donc, c'est un système fragile. Voilà pour la diversité. Si tu veux passer ensuite, Christine, à la notion de bordure, et qui nous intéresse particulièrement en montagne, puisque vous savez que les milieux naturels sont étagés depuis la forêt en bas jusqu'au glacier en haut et à la roche. Et en fait, dans les zones de transition entre, par exemple, la forêt et la lande, ou entre le vert et le blanc des glaciers, ce sont des zones extrêmement riches. Et ces zones de bordure, en fait, c'est des zones où les individus sont ils sont à la limite de leur fonctionnement physiologique. Là, vous avez par exemple un petit mélèze qui a probablement 30 ans déjà, mais voilà, il est à la limite de ses possibilités physiologiques. Et en fait, c'est dans ces zones qu'on trouve les marginaux. Donc, les marginaux, globalement, c'est cette belle courbe de Gauss que vous connaissez tous. C'est-à-dire que la majeure partie d'une population, y compris chez les arbres, va se comporter de telle manière, donc va se retrouver entre, disons, 1000 mètres et 1800 mètres d'altitude. Et puis, on a des marginaux, c'est-à-dire vous allez avoir
des arbres à haute altitude qui aujourd'hui semblent avoir un comportement aberrant, mais qui, dans un contexte de perturbation climatique, ont peut-être la solution d'adaptation, c'est-à-dire monter en altitude et développer et se développer à cette altitude. Donc voilà, c'est des zones où le essai-erreur se pratique extrêmement quotidiennement. C'est-à-dire qu'un certain nombre de graines n'ont pas fonctionné avant que ce mélèze puisse fonctionner. Et c'est vraiment cette idée que la vie expérimente en permanence, alors guidée par le hasard, mais expérimente. Et l'idée aussi qu'on ne voit que 0,1% des espèces qui ont existé sur cette planète. Donc tous ceux qui n'ont pas réussi à survivre jusqu'à aujourd'hui font quand même partie du catalogue des adaptations possibles. Voilà, un dernier principe, c'est celui de la coopération. On a un biais culturel, l'homme est un loup pour l'homme, qui nous fait regarder les milieux naturels comme des lieux de compétition. Mais en fait, en nature, c'est beaucoup trop d'énergie que de rester en compétition. C'est-à-dire que les organismes n'entrent pas en compétition ou alors de manière très momentanée. Et même dans les milieux extrêmement contraints comme la haute montagne, la contrainte va amener plus de coopération. Et vous voyez sur cette image un magnifique silène à col. Donc c'est un coussin parce que c'est la forme la plus économe, c'est-à-dire le volume le plus gros à l'intérieur par rapport à la plus petite surface exposée au froid à l'extérieur. C'est déjà un organisme, un coussin qui est composé de plusieurs centaines, voire milliers de fleurs, de plantes. Et puis, c'est une serre tropicale à l'intérieur. Et donc, cette serre tropicale va accueillir d'autres espèces. Par exemple, là, vous voyez des fleurs de la famille des marguerites qui vont bénéficier de cette serre tropicale. Donc, voilà, pour la slide suivante, pour résumer un tout petit peu ce que je viens de dire, parce que c'était beaucoup d'informations, globalement, voilà le cahier des charges du vivant. L'adaptation est une condition nécessaire au vivant, parce que l'environnement change en permanence. C'est la plasticité ou l'évolution, suivant le degré de perturbation, qui vont nous permettre de répondre à cette perturbation. C'est aussi la diversité qui va assurer notre résilience. C'est les interactions, puisqu'un organisme n'existe que par ses interactions, où on échange de l'information, de la matière, de l'énergie, qu'on va générer des fonctions. Et puis, c'est l'idée de coopération qui est plus efficace et rationnelle à mettre en œuvre que la compétition, surtout dans un environnement contraint. Et enfin, l'idée que les bordures, les zones de tension sont en fait des zones extrêmement riches et des zones d'expérimentation. Et je vais repasser la parole à Christine pour voir comment ça peut nous amener à réfléchir pour les entreprises. Ok, merci Irène. Irène nous a présenté comment le vivant s'adapte à ces contraintes, et quelque part ces problématiques, on a les mêmes, des soucis de résilience, des problèmes de coopération, compétition, des problèmes d'innovation, et puis plein de perturbations sympathiques. Voilà, et le point quand même que Irène a dit plusieurs fois, c'est que ça a 3,8 milliards d'années. Donc, on peut dire que c'est efficace parce que ça existe. Il y a vraiment une vraie performance liée au vivant. Donc, c'est à partir de là que je vais un peu explorer un petit peu plus loin qu'est-ce que ça peut dire, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nos organisations. Donc là, on rentre dans la phase hybridation génétique, on va dire, des savoirs. Alors, on voulait juste quand même poser un petit peu, avant de rentrer un peu plus dans les détails, encore une fois, je sais que le Cybios est venu, donc nous, on parle plus de bio-inspiration que de biomimétisme. Pourquoi? Parce que s'agit pas de faire du copier-coller de ce que fait la nature, mais bien de s'inspirer. Et il y a trois raisons qu'on a voulu souligner. Il y a la question de l'éthique, qui est autant qu'on le sache, une question humaine qui est de faire des choix de valeurs. Or, il y a dans tous les points qu'a soulevé Irène, il n'y a pas ce sujet-là qui est. Donc nous, on a cette particularité. C'est peut-être une des particularités de notre espèce, en tout cas qu'on sache. La question également de valoriser l'individu et pas l'espèce. D'ailleurs, à un moment donné, Irène a même dit une espèce peut disparaître du moment que la fonction est continue, c'est OK. Nous, évidemment, on n'a pas du tout cette approche. Nous, chacun d'entre nous accorde de l'importance à ce qu'il est et aux gens qui lui sont proches. Donc, il y a vraiment cette notion de l'individu. Et puis, le dernier point, c'est la question de l'intention.
Et là, c'est pareil, la nature, qu'on sache, n'a pas d'intention, est plutôt guidée par le hasard, alors que nous, nos organisations, nos entreprises, elles en ont de très très claires. Et donc, il s'agit plus de développer finalement une approche, alors j'ai mis entre guillemets vivante, c'est-à-dire comment on aborde sous le regard du vivant, et non pas comment on fait du biomimétisme. Alors, si nous, on voit les organisations de cette façon-là, en fait, pour nous, c'est un système vivant et c'est pas du tout quelque chose qui est carré, ça bouge, ça évolue et ça ressemble donc furieusement à un écosystème naturel. Et un peu, c'est ce que je disais un petit peu en introduction, il y a beaucoup des pratiques actuelles qui découlent plus, qui ont été conçues dans un état, on va dire, un état d'esprit plus scientifique, plus carré, plus on veut prévoir et contrôle. D'ailleurs, on dit souvent c'est les principes du predict and control. Voilà, donc je prévois et je contrôle, et ça a tout à fait sa pertinence dans plein de métiers au sens partout où on a de la technologie, on a besoin de faire ça. Mais par contre, est-ce que c'est le mieux pour accompagner la capacité d'adaptation d'une orga? Ben, c'est pas complètement sûr, parce que c'est ce qu'on appelle des systèmes complexes et les systèmes vivants sont tous des systèmes complexes. Et donc vraiment là, c'est plus de se dire dans ce que je vais rentrer, dans ce que je vais décrire là, c'est vraiment quelles pratiques on développe pour que nos organisations elles aient la même performance que le vivant. Donc c'est vraiment on commence à rentrer à l'intérieur de cette pensée vivante. Alors, pour organiser un peu la réponse, pour plus l'appréhender, on vous propose de passer par cet outil. Alors, c'est un outil de cartographie des collectifs que je vais vous décrire, parce que on l'utilise en fait lorsqu'on veut impulser des changements dans un collectif. Et je vais le décrire et vous allez comprendre pourquoi on dit ça. C'est que si on veut être cohérent dans une transformation ou un projet structurant d'une entreprise, c'est important de regarder les 4 cases. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces 4 cases? Il y a la partie en haut à gauche, c'est tout ce qui concerne les individus, mais d'un point de vue interne. Donc, c'est les valeurs, c'est les croyances, c'est le niveau de conscience des personnes. Et c'est donc c'est une des parties de cette cartographie. La deuxième partie, c'est la même partie interne, mais pour le collectif. Et c'est ce qu'on appelle la culture collective, l'intention collective. Donc, ces deux parties-là, c'est des parties intangibles. On ne les touche pas. Vous ne touchez pas à une valeur, vous ne touchez pas à une culture. En tout cas, ce n'est pas matérialisé, mais par contre, ça s'observe et on voit, ça influe sur les comportements, ça influe sur la façon avec laquelle on fonctionne. La partie droite, celle-ci est beaucoup plus tangible, parce que ça va être les comportements vraiment physiques. En fait, qu'est-ce qu'on va faire très concrètement pour un individu? Et au niveau d'un collectif, ça va être les structures, les systèmes, les organigrammes, les process, vraiment les règles du jeu qu'on s'est mis ensemble et qui fixent le cadre, quoi, si je peux dire. Et d'ailleurs, par expérience, souvent, on se contente de travailler sur cette partie en bas à droite, en changeant un organigramme, en changeant des process, et on se préoccupe moins, mais ça, c'est une généralité que je suis en train de dire dans mon expérience. Souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que voilà, les 3 autres parties peuvent être un peu plus délaissées. Et donc, pour faire ces programmes, quand on veut impulser des changements, c'est compliqué. Et donc, si on revient à notre sujet qui est comment j'améliore la capacité d'adaptation, en fait, notre réponse à nous, c'est qu'il faut travailler sur ces 4. Et donc, ça peut donner quoi? Alors, ce slide, donc là, on est vraiment dans l'hybridation vraiment plus. On a appliqué les principes du vivant dans chaque cadran. La partie pour l'individu, en fait, et Irène l'a bien dit dans le vivant, quand elle a placé un petit peu qu'est-ce que le vivant sur les cellules, elle a insisté sur un point qui était celui de la capacité perceptive. C'est donc la fameuse membrane de la cellule. Et donc, cette partie personnelle, c'est comment je travaille sur la capacité perceptive, comment je capte les bonnes infos. Et donc, c'est aussi c'est comment je sens, je perçois ce qui se passe chez les autres, dans le contexte. Enfin, voilà. Et ça concerne tout le monde, quel que soit son poste, parce que, in fine, la perception collective, elle dépend de la perception individuelle. C'est bon, là, tout le monde m'entend bien, parce que j'ai un message d'erreur? Non, il n'y a pas de souci? C'est bon, moi je t'entends en tout cas. Ouais, c'est bon, ok, d'accord, oui, pardon. C'est tout bon. Ouais, ok, d'accord, pardon.
Ouais, ok, désolé, j'ai vu un message bizarre. Ensuite, sur la partie collective, c'est dans les principes du vivant, c'est comment je fais en sorte que ma culture, enfin la culture de l'entreprise, elle arrive à pousser beaucoup plus les interactions, donc un peu par opposition à ce qu'on appelle les silos, hein, ce qu'on a beaucoup rationalisé à une époque, qui rendent qui rend les interactions beaucoup plus difficiles. Donc, donc c'est comment je travaille là-dessus. Parce que Irène l'a dit, dans le vivant, c'est une grande source de richesse et de valeur, et plus il y a d'interactions, plus il y a de fonctions, plus on produit des choses. Également complètement lié à la question de la diversité. Donc c'est comment on fait pour qu'une culture s'enrichisse de la diversité des profils et non pas recrute, enfin quelque part ça va se traduire après sur recrute des gens différents en fait. Voilà, qui est vraiment cette démarche-là et qui va venir avec la résilience. Parce que plus je vais avoir, c'est ce qu'elle a dit, s'il y a une perturbation, elle a peut-être la réponse, moi non, mais à deux, enfin, plus on est nombreux, plus on a des chances de trouver une réponse. Et puis enfin, la question des marginaux, c'est donc facteur d'innovation, c'est comment on a une culture qui protège quelque part ces marginaux, enfin en tout cas, comment on protège les deux parties extrêmes de la courbe de Gauss. Et alors, souvent dans les cultures, c'est pas évident quand les gens ne sont pas dans la norme, on va dire, générale de la culture de l'entreprise. Et pour la partie, donc la partie un peu plus tangible, hein, c'est travailler pour un individu finalement sur sa propre capacité d'adaptation. Donc c'est les questions de plasticité, donc comment la personne peut évoluer à l'intérieur de son même rôle, donc de son métier, soit de changer complètement en évoluant, donc la fameuse mutation génétique. Et pour le collectif, c'est quelque part, c'est vraiment pouvoir coder en dur, structurellement, de pouvoir évoluer. C'est-à-dire que s'adapter, c'est inhérent à l'organisation et on n'a pas besoin de passer par un programme, souvent ce genre de programmes qui peuvent user parce qu'ils demandent énormément d'énergie. Et c'est plutôt comment on peut coder ça en dur. Et c'est un peu la même chose pour la coopération, comment on peut inscrire la coopération dans les gènes en fait de l'entreprise. Donc là, voilà, ça, c'est les grands principes qu'on a essayé de mettre dans ces 4 cadrans. Et là, dans le slide d'après, je m'excuse un peu, il est un tout petit peu chargé. C'est vraiment de se poser, mais d'un point de vue extrêmement concret. Là, on rentre vraiment les mains dedans, quoi, si je peux dire. C'est comment ça va se traduire vraiment dans des actions concrètes. Alors, toutes les pratiques que je vais vous présenter, d'abord, elles ne sont pas exhaustives, hein. Dans le délai imparti, c'était un petit peu difficile, mais et puis c'est à contextualiser en fonction des entreprises. Mais c'est des pratiques qu'on a vraiment mis en place et grâce à cet outil de 4 cadrans, on a vraiment vu qu'il y avait une vraie cohérence quand on les mettait ensemble, parce qu'elles travaillent toutes explicitement sur cette capacité d'adaptation. Donc, si je passe un peu plus dans les détails. Donc, dans les capacités de perception, ce qu'on a vraiment pu voir, c'est… alors, je sais que vous, avec Montblanc Industrie, vous avez fait déjà une partie de ce que je vais décrire, mais voilà, je vous laisserai découvrir un peu l'approche ensemble. Donc, sur cette partie de comment on améliore la capacité perceptive des individus, c'est vraiment tous ces programmes qu'on a vus, qu'on a développés de connaissance de soi. Alors, c'est pas du tout dans un but psychologisant, hein, c'est parce que c'est pas le lieu, mais c'est bien comme facteur de perception amélioré, quoi. C'est être capable de capter ce qui se joue dans un collectif, dans un environnement. Et on a vu, voilà, c'est vraiment travailler là-dessus. Et j'ai résumé ça avec la question du cerveau droit, hein. Donc le cerveau droit, c'est le cerveau qui est l'hémisphère droit. C'est celui qui est plus global, plus sensation, plus synthétique que le cerveau gauche, en fait, qui chez nous français en plus, qui est le cerveau analytique, qui est très développé. Donc c'est plus travailler là-dessus. Et parfois, il y a des programmes RH qui travaillent là-dessus. En bas, c'est donc sur le collectif, c'est favoriser, en fait, c'est la richesse d'échange du collectif. Et donc, c'est les pratiques collaboratives, là, encore une fois, comme ce que fait Montblanc Industrie, et qui sont en plus des compétences précises, parce que ce ne sont pas des pratiques qui vont de soi, en fait. Elles s'apprennent, et on voit certaines entreprises qui vraiment les apprennent, parce que c'est vraiment des façons de faire particulières. Ça ne peut pas marcher avec une injonction. Donc, c'est de favoriser ça de façon explicite et de l'apprendre. Également, un autre point qui est ce qu'on appelle le soin de la cohésion collective. Alors, j'ai mis une petite formule mathématique. C'est QI égale somme des QE.
En fait, ça a été étudié à la fois dans une fac américaine à Harvard, mais aussi dans des entreprises comme Google et dans le sport d'ailleurs. C'est que le QI d'un groupe, c'est la somme des QE des personnes. Donc le QI, la performance du groupe est reliée directement, corrélée directement à la qualité des interactions. Le QE pour quotient émotionnel. Donc c'est la qualité des interactions. Et que plus on travaille cette qualité d'interaction, plus la performance collective augmente. Et pour la petite histoire, Google a mis 5 ans à arriver à ça, parce qu'il voulait Google voulait essayer de voir quelles équipes étaient meilleures que d'autres. Et in fine, après 5 ans d'études, ils sont arrivés au même constat que ce qu'avait fait la fac américaine sur ce point-là. Donc c'est un point qui est, et il y a des façons de faire, c'est un point qui est vraiment important. La diversité, je l'ai évoqué, c'est vraiment d'arriver, et ça c'est important dans les recrutements, qui tiennent non seulement compte des métiers, évidemment on cherche des métiers particuliers, mais on cherche aussi des profils, des façons, et dans le slide d'après je parlerai un tout petit peu de cette question des profils, et c'est d'arriver à vraiment travailler cette complémentarité entre les profils. Voilà, donc on va dire, on sort de choses un peu plus reproductives pour voir comment dans l'ensemble ça colle. Voilà. Et peut-être le dernier point même si encore une fois c'est pas exhaustif, c'est nourrir cette culture de l'innovation. Là, je sais que vous le faites beaucoup, mais ce qu'on voit souvent, c'est que c'est réservé à des élus, à quelques personnes particulières. En tout cas, dans toutes les stratégies que j'ai vues depuis 4-5 ans, c'est dans des entités qui sont à part. Par exemple, ça va s'appeler quelque chose digital, et c'est pas intégré dans l'organisation. Et le sujet, c'est vraiment ce sujet que je traiterai un petit peu après, c'est comment on la digère, l'innovation, et comment on le fait de façon collective. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment ces pratiques plus intangibles qui sont, je dirais, plus moyen, long terme. Par contre, là, on va passer sur les pratiques beaucoup plus tangibles qu'on peut mettre en place et qui vont venir nourrir les parties qui sont un petit peu plus intangibles. Sur l'individu, pour matérialiser la plasticité et l'évolution dont a parlé Irène, donc au niveau individuel, on voit de plus en plus cette question de la gestion des rôles et non pas des fiches emploi un peu standards, mais on va plus vraiment sur avoir des rôles. Une personne peut en avoir un certain nombre et puis ça peut évoluer dans le temps. Et c'est beaucoup plus personnalisé et réaliste, et surtout ça permet de beaucoup plus bénéficier de la richesse de chacun, où chacun amène justement ses différentes facettes. Parce qu'on a tous une façon différente de faire un même job qui est décrit a priori de façon standard. Et donc, c'est permettre cette gestion de rôle et donc de se doter des process pour permettre de faire ça, d'identifier bien qui les fait et les faire évoluer. Alors, c'est très lié, mais souvent, on a été amené à beaucoup travailler sur la question de l'intégration. Parce que finalement, l'intégration, c'est une personne qui arrive dans une équipe et c'est un process qui est absolument clé. Parce que si on veut garantir la cohésion collective dans le temps, la richesse quelque part de l'équipe, chaque arrivée, entre guillemets, peut la menacer parce que ça peut casser ce qui était en place. Et avoir un process qui travaille aussi bien sur le tangible, c'est-à-dire, bon, ça, on le fait plutôt bien, quel outil il faut utiliser, comment, voilà, tout ça, on le fait plutôt bien. Mais par contre, sur l'intangible, c'est beaucoup plus difficile parce que comment on fait passer une culture, comment on fait passer des comportements, et c'est encore plus vrai dans la période de Covid où on est derrière un écran, ça fait vraiment beaucoup de différence à la fois pour la qualité d'intégration et pour venir enrichir l'équipe collective, enfin, voilà, qui vient enrichir l'équipe. Et puis peut-être le point qui est, j'aurais peut-être dû le mettre en premier d'ailleurs, c'est le point de l'autonomie. Et là, on l'a vu dans beaucoup d'organisations, c'est le point clé, c'est un travail explicite d'autonomie, parce que ça veut dire parce que ça vient toucher cette question de qui prend quelle décision, où est-ce qu'on a le droit de la prendre. Et la capacité collective, elle est complètement corrélée avec ce point-là. C'est plus ce point est flou, plus on va bloquer la capacité vivante de l'organisation à s'adapter et de façon adéquate. Et au contraire, va falloir en référer, et donc on va figer cette capacité. Et tout ça, donc voilà, ça c'est les 3 premiers points. Le dernier point, et je l'ai mis pour ce qui est important, mais ça je sais que vous l'avez, et beaucoup d'organisations là, c'est que cette question de l'accompagnement des compétences en continu est clé. On parle même un peu parfois d'école interne, parce que
quelque part les matrices de compétences, l'espèce de socle commun dont on a besoin, qui est aussi bien donc du cerveau gauche que du cerveau droit, donc ces compétences un peu plus collaboratives, humaines, soft skills, quoi. On a besoin de les enseigner, mais aussi certaines pratiques. Donc, on voit de plus en plus de structures qui se dotent de ces sortes d'écoles internes. Et puis en bas à droite, là, il y a beaucoup de retours d'expérience aussi là-dessus. C'est arriver à designer une gouvernance qui permette d'adapter son organisation en fonction des besoins. Hein. Donc, l'autonomie, effectivement, trouve complètement sa place là-dedans. Et donc, quelque part, c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est pour reprendre le terme qu'a employé Irène, c'est vraiment coder la capacité d'adaptation dans le code de la gouvernance, et elle devient inhérente. Hein. Et là, effectivement, il y a vraiment beaucoup de retours d'expérience. Après, je cite 2 autres pratiques. Encore une fois, il y en aurait beaucoup, mais là, on dépasserait trop largement. C'est la question de la coopération, c'est comment je la récompense. Et moi, j'ai un exemple à donner et je l'ai vécu de façon très directe. C'est par exemple dans des équipes commerciales, c'est de passer de commissions personnelles à des commissions collectives. Et on a vraiment vu les résultats vraiment s'améliorer. Et c'est donc plus parier sur cette coopération où tout le monde a intérêt, plutôt que de se mettre en compétition à l'intérieur d'une même équipe. Puis peut-être je peux citer une dernière pratique parce qu'on l'a vu, c'est la question des critères de succès. Alors je ne sais pas du tout comment ça c'est chez vous, mais moi souvent ce que je vois c'est que le critère de succès, soit il est unique, c'est uniquement l'argent, ou quand c'est dans des équipes plus technologiques, ça va être le nombre d'incidents. Enfin voilà, ce genre de critères. Et c'est souvent assez restrictif. Parce que, in fine, le critère, ça devient l'objectif, en fait. Et toutes les volontés de faire différemment, en fait, elles sont balayées parce qu'il y a un critère qui devient le seul juge. Et on a là aussi des retours d'expérience et on a vu que de diversifier les critères, c'est-à-dire pas enlever ce que j'ai dit, mais d'en mettre plusieurs qui viennent prendre le pouls de l'entreprise, ça permet vraiment d'avoir ce côté vivant, de changer les comportements et d'être beaucoup plus adapté et de ne pas être monocritère. Voilà, donc ces pratiques, en fait, voilà, il y en a d'autres, encore une fois, hein, c'est vraiment pas exhaustif, mais ce que je voulais vous partager, c'est qu'elles sont très concrètes et qu'elles participent vraiment à rendre fluides et vivantes nos organisations et permettre cette adaptation, et c'est vraiment précieux, particulièrement en ce moment. Et pour finir, je voulais juste vous partager un point que j'ai souvent rencontré, qu'on a souvent rencontré, c'est la question de l'innovation. Parce que c'est un énorme sujet, hein. Il y a vraiment pour tout le monde, hein, que ça soit technologique, organisationnel, de marché, et ça reste assez compliqué à aborder dans beaucoup de design organisationnel. Alors je sais que voilà, vous en avez parlé il y a pas longtemps. Nous, si je devais zoomer sur le principal problème, c'est comment je fais, j'ai un peu abordé en introduction, c'est comment je fais pour passer d'un prototype qui fonctionne à peu près, quoi, mais pour le faire rentrer dans ce que j'appelle la prod normale, quoi, c'est-à-dire voilà, là où ça va aller un peu plus à l'échelle. Et en fait, c'est assez compliqué parce que entre le moment où j'ai un proto et le moment où j'ai un produit qui marche, il y a un monde. Et souvent, les équipes qui fonctionnent, qui gèrent cette prod un peu normale, ils ont que faire d'un produit qui est pas fini, en fait. Et de notre retour d'expérience, en fait, alors on a accompagné, là j'ai en tête une entreprise très technologique aussi, qui a vu son brevet principal tomber dans le domaine public, donc AI, donc un gros problème financier à la clé, et qui n'arrivaient pas à faire décoller ces prototypes parce qu'à chaque fois, ils étaient cassés, si je peux dire, comme étant trop bricolos, pas assez au point et autres. Et en fait, de modéliser de cette façon-là, donc je vais vous décrire en quelques mots, de modéliser, de dire qu'il y a une première étape qui est une étape pionnier où on a un proto et qu'il y a des critères très précis. On applique un certain nombre de critères qui sont les critères du neuf. À l'inverse, si on va tout à droite, ce qu'on appelle un peu town planner, hein, au sens gestionnaire à l'échelle d'une ville, là, c'est des critères de fiabilité maximum, on administre à l'échelle, et c'est des critères de la maturité. Donc, déjà, on n'applique pas cela, mais on n'applique pas ceux non plus du milieu où on a plus décrit comment on passe d'un proto à un produit. Là, par exemple, dans cette boîte en question, c'était de l'ordre de 18 mois pour arriver à se dire, à partir du moment où j'ai mon prototype, je vais passer par un ensemble d'étapes qu'on a appelé Settler, hein, désolé des anglicismes, hein, parce qu'on
on a pris les termes chez des anglo-saxons, chez un consultant anglo-saxon. Comment on fait pour, voilà, quels critères on applique et quel process on applique pour transformer et construire dans un véritable produit. Et on voulait zoomer là-dessus parce que ce qui a été très important et ce qui a permis de vraiment faire coulisser ce travail, c'est d'articuler la diversité, en fait. De dire que c'est OK d'être pionnier, d'avoir plein d'idées, mais il y a un moment donné, on ne peut pas aller jusqu'au bout. C'est OK d'administrer à l'échelle parce que c'est nécessaire pour gagner l'argent. Et c'est hyper important d'avoir des personnalités, des profils qui à la fois comprennent bien l'innovation, mais à la fois ont en tête qu'à un moment donné, il faut être capable de répéter, d'automatiser, enfin, quel que soit le produit en question, quoi. Et donc d'arriver à vraiment avoir des critères d'évaluation différents et des conditions pour passer de l'un à l'autre, quoi. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue. Je regarde 8h20, donc on est un tout petit peu en retard. Voilà, donc voilà, on vous a décrit ces pratiques. Je vais passer la main à Irène pour conclure cette exploration. Et puis en fait, après, on pourra répondre à vos questions s'il y en a. Oui, merci Christine. Voilà, l'idée c'est vraiment de conclure ce qui est une exploration pour nous à la fois conceptuelle et pratique. Nous, on a pris beaucoup de plaisir en tous les cas à échanger. Enfin, ça fait un moment qu'on échange avec Christine et à essayer d'imaginer des nouveaux cadres de pensée qui sont pas nouveaux dans le sens voilà, tout révolutionner, mais qui donnent une perspective différente, qui font faire un pas de côté différent et qui sont des pas de côté que vous avez l'habitude de faire. Bon, vous avez déjà travaillé par exemple avec le CBIOS où c'est vraiment le rôle de Montblanc Industrie d'aider à faire ces pas de côté et créer des liens entre les sujets. Donc nous, on est parti un petit peu de nos connaissances et de nos expériences qui n'étaient pas forcément destinées à se parler. Et notre intention aujourd'hui, c'est de continuer à hybrider en fait ces savoirs, parce que l'hybridation, c'est un des principes du vivant. Et c'est ce qui nous permet de faire des sauts évolutifs pour revenir à cette idée de symbiose. Et puis parce qu'on pense que l'avenir est de miser sur la pluridisciplinarité. Donc évidemment, il n'y a pas de réponse unique à ces défis, mais par contre, si vous êtes intéressé, bon, déjà dans les 10 minutes qui nous restent, et puis à plus long terme, nous, on serait tout à fait partants pour continuer à réfléchir ensemble, aider à faire un pas de côté et à nourrir des pratiques, ou alors tenter de construire ensemble un cadre opérant dans la continuité de ce que vous mettez déjà en place, Montblanc Excellence et des process internes que vous avez chacun. Et puis voilà. Donc nous, on vous livre nos premières réflexions et on attend vos réactions, vos questions et vos idées. Voilà, on est à votre disposition si vous voulez creuser ou peut-être on vous a mis plein d'informations dans la tête. On est conscient que c'était assez dense. Dites-nous si ça fait écho à vos expériences ou à vos pratiques déjà existantes, ou est-ce que ça ouvre de nouvelles portes? Alors, il n'y a pas de questions dans le chat à ce stade. Oui. Je vérifie. Est-ce que, moi du coup je rebondis, mais est-ce que dans les illustrations que vous avez faites, Christine, sur les pratiques concrètes par rapport aux entreprises, est-ce que vous avez des exemples, sans forcément citer le nom d'entreprise, mais d'entreprises qui auraient utilisé justement ces pratiques, que ce soit en collectif ou en individuel, avec des formations ou autres, et qui, pour aller vers de la résilience? Oui. Effectivement, je cite pas les entreprises, mais là, effectivement, on a fait plusieurs. Là, on a mis un client. Bon, j'espère qu'on voit pas le logo. J'ai essayé de l'enlever. Mais oui, on a fait plusieurs accompagnements. Enfin, ça fait 7 ans en fait que on travaille sur les accompagnements. Et avant, on n'avait pas complètement capté la question du vivant. C'est Irène, on a pu nommer, quoi, le creuser, et on a plusieurs retours d'expérience, que ce soit avec des gros clients ou des PME. Le client dont je vous parlais qui a vu son brevet tomber dans le domaine public, c'est une PME. Ils sont 500 personnes environ, pas dans votre région, mais près de Toulouse.
Mais également des grosses structures qui sont plus grosses et qui ont eu soit les types de projets questions qu'on a eu, c'est soit des gros changements technologiques qui viennent bouleverser entièrement le paysage des équipes et où on doit créer cette résilience collective avec des métiers qui changent vraiment en profondeur. Ou comme je disais des perturbations exogènes comme cette entreprise qui a vu sa source de revenus baisser, quoi. Et si besoin, on peut vous faire des zooms sur les pratiques en détail. Mais bon, là, c'était pas. Mais voilà, on a vraiment des retours très très concrets en fait, très très pratico-pratiques, quoi, si je peux dire. Je suppose qu'il y a des aspects de confidentialité pour pas forcément si l'entreprise, mais peut-être avoir l'exemple enfin, sur le changement de techno ou. Le changement de techno, donc par exemple une que j'ai en tête qui a alors attendez, il faut que j'arrive à pas dire, enfin parce que j'ai pas trop le droit de donner les noms des clients, mais qui a vraiment changé toute sa façon de faire son digital en profondeur. Donc ça a changé ses façons de vendre, donc qui est passé sur du cloud public, là ça je peux le dire, je pense. Donc qui a complètement tout transformé. Ça a complètement donc ils vendent des services sur Internet, hein, et ça a complètement désiloté la façon de fonctionner de l'entreprise. Où du coup c'était plus je fais la production et j'ai le commerce à côté. Ça a vraiment fait des équipes, on a transformé entièrement la façon de faire, donc de transformer les compétences, d'avoir des équipes beaucoup plus auto-organisées qui peuvent prendre des décisions par elles-mêmes sans passer par des comités par exemple. Et on a beaucoup travaillé aussi la question de qu'est-ce qu'on met en dehors de l'équipe, qu'est-ce que la membrane, la fameuse, comment on arrive à vraiment favoriser. On a parlé c'est peut-être un peu ce que vous faites chez Montblanc Industrie, hein, mais on a beaucoup travaillé ce qu'on a appelé nous les communautés. Là, par exemple, la photo en bas à droite, c'est vraiment ce travail de communauté pour faire vraiment coopérer les gens en interne sur des problématiques très technologiques. Hein. Technologique et organisationnel. Mais là, en l'occurrence, c'était très technologique. C'était aussi un gros. Enfin, je ne sais pas si ça répond. Si. Merci. Ouais. Et est-ce que, du coup, il y a peut-être un parallèle avec le modèle d'entreprise dite libérée qui commence à s'instaurer dans certaines entreprises? Oui. Oui. Alors effectivement, c'est un terme. Après, c'est un terme qui existe depuis longtemps. Mais on voit de plus en plus alors il y a des vrais retours d'expérience de 30 à 40 ans. Il y en a certaines qui ont démarré il y a très longtemps en fait. Et là, effectivement, quand on dit libéré, le terme fait un peu peur. Hein, et c'est vrai que moi, c'est pas un terme que j'apprécie trop. C'est plus des entreprises qui arrivent à fonctionner avec des niveaux d'autonomie plus importants. Et là, effectivement, il y a beaucoup de retours d'expérience et c'est très intéressant parce qu'il y a des choses qui ont bien marché, il y a des choses qui n'ont pas du tout marché. Et c'est intéressant de comprendre ce qui s'est passé. Et là, on commence à avoir vraiment, j'allais dire, des corpus de savoir assez matures. Et là, c'est facile d'organiser des retours d'expérience avec d'autres personnes qui l'ont fait, pour témoigner, quoi, en fait. Donc, voilà, c'est tout ce mouvement. Il y a même, je ne sais pas si c'est le mouvement aussi, ce qu'on appelle Reinventing Organization. C'est tout ce mouvement-là, Frédéric Laloux, si ça parle à certains d'entre vous. Merci. Alors, j'ai une question. Ouais, voilà, il y a encore une question. C'est quelles entreprises dans le monde vous semblent en pointe et vivantes? Il y en a beaucoup. Hein. Alors, je vais citer certaines qui sont très connues et qui sont très publiques. Par exemple, il y a une boîte qui s'appelle Morningstar qui fabrique de la sauce tomate dans votre ketchup. Il y a plein de retours d'expérience que vous pouvez voir sur. Ah oui, là je vois que quelqu'un dit préfère entreprise responsabilisante plutôt que libérée. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Axel. Voilà, il y a Morningstar, il y a Patagonia que vous connaissez, je pense, voilà, qui est pour les gens qui sont en montagne en général, il y a Patagonia, il y a Gore-Tex, il y a il y a une boîte qui a fait beaucoup de bruit parce que le PDG est un peu turbulent et aime bien témoigner, c'est Favi. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, parce que je sais que je sais, dans vos métiers, ils fabriquent des pièces pour l'industrie automobile, donc probablement que ça parle pour certaines personnes. Et là aussi, il y a vraiment il y a des très beaux retours d'expérience. Il y a aussi, encore une fois, des choses qui n'ont pas marché, mais
Voilà. Et nous, à notre niveau, dans les entreprises qu'on a accompagnées, donc des grandes sociétés que vous connaissez, que vous consommez, et des plus petites, il n'y a pas forcément eu toute l'entreprise qui a fait un Big Bang, mais plus des entreprises des équipes ou des sous-domaines qui ont entrepris ça. Parce que souvent, c'est pas des Big Bang, mais c'est à des endroits précis où on commence à fonctionner d'une autre façon. Donc, il y a aussi ce côté un peu prototypé à un endroit de l'organisation. Et c'est ce nous, on pense que ça marche beaucoup mieux comme ça. Une entreprise déchaînée versus enchaînée. Oui, effectivement, les petits commentaires. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vais passer la parole à Jean-Marc André pour la conclusion. Jean-Marc, si tu es là. Ah, il était là, mais son micro doit peut-être pas marcher. Il doit avoir un bug. Bon, bah, on va terminer là-dessus. En tout cas, bah, merci beaucoup à vous deux pour ces présentations très enrichissantes. Nous, on garde en tête l'idée peut-être de continuer à avancer sur le sujet ensemble. Pourquoi pas de recueillir un peu les personnes et les entreprises intéressées. Donc, on vous dit à tous une bonne soirée. Merci pour votre participation et votre participation active à tous. Et à bientôt pour le prochain webinaire. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci bien. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.